Vitalik. Vitalik, 80% de mon patrimoine dépend de ce gars. Mesdames et messieurs, le leader de la prochaine révolution financière. Ce gars a tous mes rêves dans ses mains. Eh ben, ce gars-là, c'est Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. La deuxième crypto-monnaie la plus importante du monde derrière Bitcoin, aujourd'hui plus valorisée que Nike et McDonald's réunis. Pour certains, Ethereum c'était plus qu'une crypto. C'était la promesse de détrôner Bitcoin, la vision d'un internet décentralisé, d'un ordinateur mondial, où les règles sont gravées dans le code, pas dictées par des entreprises ou des gouvernements. Mais derrière l'image du génie visionnaire, Ethereum c'est aussi un projet controversé. Problèmes techniques, critiques sur la gouvernance, des intérêts croissants des investisseurs. Alors la vraie question c'est, est-ce que ce projet c'est vraiment la révolution qu'on nous vend? Est-ce que tous ces investisseurs mettent leur argent pour une raison? Ou est-ce qu'on est juste face à un gigantesque mirage, voire l'arnaque la plus sophistiquée de l'histoire? Why do we need another technology? Doesn't Bitcoin fix everything already? So the thing that always L'histoire, elle commence de manière presque banale. En 2000, à l'aéroport de Toronto, une famille russe débarque avec ses valises. Vitali Dmitrievitch Buterin, qui deviendra plus tard Vitalik, a 6 ans quand ses parents décident de tout quitter pour le Canada. Une migration classique, des parents avec un certain bagage académique qui fuient l'instabilité post-soviétique pour offrir un avenir meilleur à leur fils. Son père, développeur informatique, va involontairement déclencher quelque chose d'extraordinaire en donnant accès à un ordinateur à son fils. À 7 ans, pendant que ses camarades construisent des châteaux en Lego, Vitalik, lui, s'amuse sur Excel. Pas exactement le genre d'amusement qu'on imagine pour un enfant de cet âge. Lui, il va y trouver des patterns, des possibilités, une logique pure qui va le fasciner. On peut d'ailleurs lire sur sa page Wikipédia. À 7 ans, il écrit un document détaillé et complexe nommé l'Encyclopédie des lapins et contenant notamment des formules mathématiques, graphiques et calculs. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Au début de son adolescence, il va découvrir le code et va s'y trouver particulièrement à l'aise. When I was a teenager, there's basically two kinds of games that I would play. I would code games myself, and then I would play them until I get bored, and then I would make myself another game. The other is World of Warcraft. Effectivement, en plus de coder ses propres jeux, il va passer du temps sur World of Warcraft, fameux MMORPG très populaire à l'époque. Et à 15 ans, après avoir passé des centaines d'heures à développer son personnage, à maîtriser chaque subtilité du gameplay, il découvre qu'un de ses sorts préférés n'inflige plus de dommages. It is true that I was super upset at World of Warcraft when they nerfed my Warlock, but the fact that that was the thing that made me interested in decentralization was definitely a bit of a joke. Même s'il le dit lui-même, cette anecdote sera un peu trop mise en avant comme le point de départ de sa philosophie sur la décentralisation, ça sera quand même un point important de son parcours et de tous les éléments qui en découleront ensuite. Il prendra conscience de l'injustice d'avoir un acteur qui contrôle des décisions sans laisser le choix aux utilisateurs. En 2011, son père, encore lui, va lui parler de Bitcoin et Vitalik s'y intéresse aussitôt. Pas par appât du gain, le Bitcoin vaut encore quelques dollars à cette époque-là, mais par pure fascination. Enfin, il découvre un système où les règles ne peuvent pas être changées arbitrairement. So I got into Bitcoin back in 2011, and at first I actually came in as a writer. So I started writing first for some Bitcoin blogs, then for a Bitcoin magazine, which was this Bitcoin print magazine started by this Romanian guy named Mihai Alicia, and he just randomly emailed me and he just said, "Hey, I want to start a Bitcoin magazine. Do you want to be a writer?" Il va accepter de faire partie de Bitcoin Magazine et sera maintenant payé 5 bitcoins par article. Ça valait vraiment pas aussi cher à l'époque. Plus il écrit, plus il s'intègre dans cet écosystème crypto balbutiant, plus il comprend les enjeux philosophiques profonds de cette révolution. Mais à un certain point, lire, écrire ne suffisent plus pour lui. Et après avoir voulu rejoindre le projet Ripple mais sans succès à cause d'un problème de visa américain, il va prendre un sac à dos, des billets d'avion et enchaîner les rencontres autour du monde. First, I went to New Hampshire to see the libertarian Bitcoiners there. Then I went to Europe, worked with Mihai, and then went on this trip around the Bitcoin world, interviewing and exploring all the different communities, writing articles about all of them. Pendant son voyage, il découvre toutes les tentatives pour améliorer Bitcoin. Colored Coin, Mastercoin, ces projets qui ajoutent des couches par-dessus le réseau original pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Plus il creuse ses initiatives, plus une vision alternative apparaît dans son esprit. Pour lui, Bitcoin doit rester ce qu'il fait de mieux, les paiements incensurables. Mais alors la question logique se pose. Et si au lieu de bricoler des extensions sur Bitcoin, on construisait un réseau qui avait pour but d'être programmable dès le départ? Cette intuition, elle va devenir son obsession. Imaginez un ordinateur mondial où n'importe qui peut écrire des règles, déployer des applications, pas une simple amélioration technique, mais un réel changement de paradigme. Vitalik rentre à Toronto, ouvre son éditeur de texte et se met à rédiger. Ce document de quelques dizaines de pages, il va changer l'histoire des crypto-monnaies.
le monde ne va pas tarder à découvrir Ethereum. Novembre 2013, Vitalik Buterin, 19 ans, publie un document de 36 pages. Le titre, le voici. Bon, le titre, il n'est pas hyper sexy, ça donne pas envie de le lire, je vous l'accorde. Pourtant, derrière cette façade technique austère, va se cacher une révolution fascinante. Comment un adolescent de 19 ans peut-il concevoir ce qu'il appelle un ordinateur mondial à une époque où Google et Facebook règnent par la centralisation absolue? Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'on peut se demander qu'est-ce qu'il raconte dans son livre blanc. Imaginez que vous puissiez créer un distributeur automatique magique. Pas un distributeur classique qui vous donne des sodas contre des pièces, mais un distributeur capable d'exécuter n'importe quelle règle que vous lui programmez. Vous voulez créer un système de vote incorruptible? Le distributeur s'en charge. Un système d'assurance qui se déclenche automatiquement en cas de retard d'avion? Pareil. Maintenant, imaginez que ce distributeur magique ne soit pas contrôlé par une seule entreprise qui peut le débrancher ou en modifier les règles selon son bon vouloir. Non. Il va fonctionner sur des milliers d'ordinateurs à travers le monde, tous synchronisés, tous gardiens de la même vérité. Impossible de le corrompre, impossible de l'arrêter, impossible de mentir sur ce qu'il fait puisque son code est visible et vérifiable par tous. C'est exactement ça, la vision d'Ethereum. Transformer Internet en un gigantesque ordinateur partagé où les règles du jeu sont gravées dans le marbre du code plutôt que dans les mains changeantes des autorités centrales. Fini les « Désolé, nous avons supprimé cette fonctionnalité dans notre dernière mise à jour », plus de « Faites-nous confiance, on gère vos données correctement ». Désormais, seul le code fait loi et cette loi est vérifiable par tous. En gros, Vitalik proposait de passer d'un Internet où il faut faire confiance aux plateformes à un Internet où on peut vérifier que tout fonctionne comme promis. Une révolution qui pourrait porter en elle les germes d'une transformation. Bon, une idée est une chose, mais la concrétiser en est une autre, surtout quand on a 19 ans. Vitalik sait qu'il ne peut pas le faire tout seul, donc il va s'entourer d'une équipe de développeurs avec des personnalités très différentes. Le premier à le rejoindre, c'est Charles Hoskinson. C'est l'opposé de Vitalik. Alors que ce dernier a un profil tourné vers l'informatique, Hoskinson, il a plus une approche business. C'est lui qui va s'occuper de trouver des fonds et structurer l'organisation pour transformer le concept en un projet fonctionnel. Ensuite, il y a Gavin Wood. Développeur expérimenté, il est l'architecte technique du projet. Il va traduire les idées de Vitalik en langage informatique, concevoir et écrire la première version de l'EVM, la fameuse Ethereum Virtual Machine. Enfin, il y a Joseph Lubin, qui apporte son expérience d'entrepreneur dans l'industrie technologique pour créer une structure autour du protocole. Il est à l'origine de la création des premières entreprises dédiées au développement d'applications sur le réseau. Pour financer le projet, l'équipe va refuser l'argent des investisseurs traditionnels. Ils vont opter pour une approche radicalement nouvelle, une levée de fonds communautaire, la première du genre à cette échelle. Été 2014, il lance une vente de l'Ether, le jeton qui alimentera le futur réseau. Le succès est immédiat, il lève plus de 18 millions de dollars en quelques semaines, une somme colossale pour l'époque. Cette levée de fonds, elle pose les bases de la gouvernance et de la culture d'Ethereum. C'est un projet communautaire financé par ceux qui croient en sa mission. Le 30 juillet 2015, le premier bloc d'Ethereum est miné. C'est le bloc Genesis. Maintenant, la machine elle est officiellement allumée. Mais au début, il se passe pas grand chose, jusqu'à ce que les développeurs déploient les premiers smart contracts. C'est là qu'on va faire une petite pause. Qu'est-ce que c'est concrètement un smart contract? Imaginez un coffre-fort avec un minuteur et des conditions codées. Vous mettez de l'argent dedans, vous programmez une règle du genre « cet argent est libéré à telle date » ou bien « cet argent est donné à X si Y arrive ». Une fois que vous fermez le coffre, la règle elle est gravée dans le marbre. Vous ne pouvez plus la changer. Elle s'exécutera toute seule sans besoin d'un tiers de confiance. Et c'est tout l'intérêt. On peut imaginer plein de cas d'usage, de l'argent qui s'envoie tout seul si un colis est livré, des œuvres d'art numériques qui sont revendues automatiquement pour redistribuer une partie de la vente à l'artiste, ou des organisations qui fonctionnent de manière autonome et transparente. Tout est possible. Mais pour que ce coffre fonctionne, il faut un carburant. Sur Ethereum, ce carburant il est appelé le gas. Chaque action, chaque ligne de code exécutée coûte du gas. C'est ce qui rend le réseau sécurisé. Par exemple, si un programmeur déploie un code buggé qui s'exécute en boucle à l'infini, il va consommer une quantité astronomique de gaz et les utilisateurs n'auront pas à subir les coûts. Le gaz, c'est aussi le carburant qui paye le travail de ceux qui font fonctionner le réseau. À l'époque, on les appelait les mineurs, c'est des gens qui utilisaient des ordinateurs puissants pour résoudre des énigmes mathématiques complexes. Le premier à trouver la solution avait le droit de valider le prochain bloc de transaction et était récompensé en Ether pour ce travail. C'est ça qu'on appelait la preuve de travail. Un système de compétition où la puissance de calcul assure la sécurité du réseau. Donc au lieu d'avoir des grandes entreprises qui contrôlent leur data center, il pouvait y avoir plein de petits particuliers ou de petits acteurs qui contrôlent une partie de la puissance de calcul. Plus tard, la communauté décidera de changer de système pour des raisons de consommation d'énergie. Les mineurs seront alors remplacés par des validateurs qui mettront en jeu une certaine quantité d'Ether pour avoir le droit de valider des blocs, mais ça on va y revenir un peu plus tard.
Le réseau se développe et les premiers projets voient le jour. Mais tout bascule en juin 2016 quand une organisation autonome, un smart contract appelé The DAO, a levé plus de 150 millions de dollars, une somme sans précédent à l'époque. Le but c'était de permettre à la communauté de voter pour les projets à financer. Mais une faille de sécurité va être découverte dans le code et un pirate va s'en emparer. Il s'approprie près d'un tiers des fonds. C'est l'un des plus grands vols de l'histoire de la crypto. L'écosystème est à genoux et un débat fait rage. D'un côté, une partie de la communauté s'accroche à la philosophie de l'immuabilité, c'est-à-dire le code fait loi. Le smart contract a été exécuté comme il était écrit et la faille était dans le code. De l'autre, une partie de la communauté ont investi leur argent. Ils ont cru en la promesse et un pirate vient de les voler. C'est le dilemme fondateur d'Ethereum. La philosophie originelle ou la protection des utilisateurs. Après des semaines de débats, la communauté vote. Une majorité se prononce pour une solution radicale, modifier la chaîne de blocs pour annuler le piratage. On appelle ça un hard fork. C'est comme si on revenait en arrière dans le temps pour réécrire l'histoire du réseau et effacer la transaction du pirate. Une partie de la communauté refuse et continue sur la chaîne originale, c'est la naissance d'Ethereum classique. Cette décision, aussi controversée soit-elle, est l'un des moments les plus importants de l'histoire d'Ethereum. La preuve que les règles sont pas toujours gravées dans le marbre, si c'est pour protéger l'écosystème dans son ensemble. Ethereum continue de grandir mais se heurte à ses propres limites. Le réseau devient victime de son succès, trop d'utilisateurs, des frais qui explosent et une consommation énergétique qui ne fait que grimper. C'est là que Vitalik et son équipe vont orchestrer une transformation complète du fonctionnement technique. Septembre 2022, The Merge, la mise à jour la plus importante du réseau depuis le début. Ethereum abandonne ses mineurs énergivores pour passer à un système où ce sont les détenteurs d'Ethereum qui sécurisent le réseau. Vous bloquez 32 Ethereum, vous pouvez valider des transactions et vous êtes récompensé. Mais si vous trichez, vous perdez une partie de votre mise. Résultat de cette mise à jour, 99,9% d'énergie consommée en moins du jour au lendemain. Pourtant, malgré ses prouesses techniques impressionnantes, quelque chose d'étrange se produit. Plus Ethereum devient sophistiqué, plus il semble ennuyeux pour le grand public, pour les investisseurs. On va le juger trop complexe et on préfère la simplicité de Bitcoin. Entre les Layer 1, Layer 2, les bridges, les tokens multiples, l'expérience utilisateur qui ressemble à un parcours du combattant, la concurrence s'intensifie, de nouvelles blockchains émergent chaque mois avec leur révolution marketing. Dans ce bruit, Ethereum fait figure de protocole mature mais moins spectaculaire. Alors voilà le paradoxe. Plus Ethereum devient techniquement impressionnant, plus il semble perdre son aspect révolutionnaire. Les investisseurs se détournent vers des projets plus simples à comprendre, Bitcoin redevient le chouchou avec son narratif d'or numérique, les nouveaux entrants dans l'écosystème comprennent directement la proposition. Et la régulation s'en mêle aussi. Chaque protocole fait trembler les autorités financières, chaque innovation est scrutée, analysée, potentiellement interdite. Alors est-ce qu'on se dirige vers un effondrement programmé d'Ethereum où les investisseurs se focalisent trop sur le court terme? Vitalik l'écrit souvent dans ses articles, le succès d'Ethereum, ça sera quand on le verra plus. Demain, on n'ouvrira plus la blockchain Ethereum, on utilisera des apps rapides, sûres, qui communiquent entre elles sans friction. La confiance, elle sera prouvée mathématiquement, pas promise par une entreprise. C'est exactement ce qui s'est passé avec Internet. Personne dit « j'ouvre le protocole TCP/IP », on dit « je vais sur Instagram », l'infrastructure disparaît derrière l'expérience.